Je vous présente Gabrielle Ouimette, titulaire d'un baccalauréat en littérature comparée et études allemandes. Elle poursuit actuellement ses études à la maîtrise en études allemandes, profil littérature et traduction, ici à l'Université de Montréal. En parallèle, elle effectue également le certificat de traduction troisième langue, allemand-français. Elle s'intéresse particulièrement à la littérature germanophone et à la traduction littéraire de l'allemand vers le français et, plus précisément, vers le français québécois en tant que variété de langue. Dans le cadre de sa maîtrise, Gabrielle travaille sur le dernier roman de l'auteur suisse d'origine roumaine, Aglaja Veterani, Das Regal der letzten Atemzüge, au regard de l'ambiguïté de genre que soulève sa narration. Sa présentation aujourd'hui s'intitule d'ailleurs « L'ambiguïté du genre de l'entité narratrice dans Das Regal der letzten Atemzüge d'Aglaja Veterani comme difficulté de traduction ». Gabrielle. Merci. Bonjour. Dans cette présentation, je propose une réflexion sur le genre comme difficulté de traduction de l'allemand vers le français, exemplifiée par l'œuvre d'Aglaja Veterani qui s'appelle donc Das Regal der letzten Atemzüge. L'œuvre n'a pas encore été traduite vers le français. Par contre, une traduction possible du titre serait donc l'étagère des dernières respirations ou des dernières inspirations. Vous allez voir plusieurs points en commun avec la présentation précédente. Là, ça se ressemble, ça se recoupe quand même à plusieurs niveaux. L'une des parties de mon mémoire de maîtrise propose une traduction du roman en question de l'allemand vers le français québécois. Et c'est sur cette partie-là, donc la partie traductologique, que je vais me concentrer dans la présentation d'aujourd'hui. Dans un premier temps, on va réfléchir au défi de la traduction de l'autofiction, étant donné que le livre est une autofiction. Dans un deuxième temps, je vais exposer en fait la déconstruction de l'autofiction dans l'œuvre de Veterani, donc comment elle-même déconstruit. Elle dit que son roman appartient à l'autofiction et en même temps elle le déconstruit. Et enfin, je vais proposer des exemples de traduction et on va voir où se situent les problématiques. Alors, Aglaja Veterani est une auteure suisse d'origine roumaine. Ces deux œuvres littéraires principales qui sont considérées comme des autofictions s'appellent Warum das Kind in der Polenta kocht, qui a été traduit vers le français, donc Pourquoi l'enfant cuisait dans la polenta, et Das Regal der letzten Atemzüge. On entend par autofiction donc un livre qui est à caractère autobiographique, mais dans lequel s'expriment aussi des éléments fictifs. Je voulais vous présenter brièvement certaines images qui apparaissent dans son livre, seulement pour vous faire entrer un peu dans son univers et pour exemplifier les images qui sont parfois surréalistes et dans lesquelles il y a une forte présence de la déconstruction qui est assez présente chez l'auteur. Donc, une déconstruction de ce qui peut nous apparaître généralement comme des évidences de la réalité, comme ne pas pouvoir mourir 2 fois, par exemple. Alors, la première phrase, « Chaque mort amène à Dieu sa dernière inspiration. La bibliothèque de Dieu est une étagère remplie d'inspiration », d'où le titre du roman. « La langue de cette lettre ne voulait pas que je l'apprenne. » Ou alors, « Je me suicidais chaque jour, me pendais au radiateur ou me laissais pendre du balcon. » Donc, les extraits de traduction qui sont présents dans ma présentation sont mes propres extraits, étant donné que le roman n'a encore jamais été traduit vers le français. Par contre, j'ai traduit en français standard et non en français québécois pour ne pas soulever d'autres bémols. Dans la communication d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'aspect traductif et je propose une recherche exploratoire sur la problématique du genre, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans la traduction littéraire, de l'allemand vers le français, évidemment. Étant donné que le roman en question est une autofiction dont la narration est à la première personne, donc au « je », les différences de construction grammaticale des 2 langues, donc entre l'allemand et le français, posent le problème du genre dans le cas de la traduction d'une autofiction. Effectivement, en allemand, les adjectifs ne s'accordent pas lorsqu'ils sont postposés au sujet, alors qu'en français, ils s'accordent en tout temps. Dans l'exemple ici, « Ich bin klein wie Tantes Arm », c'est une phrase du roman. Klein, c'est le mot petit, donc je suis petit ou petite comme le bras de la tante. Le mot klein n'est pas accordé dans la phrase parce qu'il vient après le sujet « ich », « je ». Par contre, en français, il faudrait le traduire par « je suis », il faudrait le genrer, en fait. Alors, soit « je suis petite »,« je suis petit »,« je suis de petite taille », si on désire le laisser au neutre, ou alors « je suis petit.e », donc ce qu'on appelle la féminisation. Donc, dans la version allemande, l'entité narratrice du roman est donc non-genrée. Et dans le cas d'une traduction vers le français québécois, il importe
soit de choisir un genre, ou soit de prendre des mesures grammaticales pour que l'entité narratrice reste non-genrée. Par contre, contrairement à la nouvelle qui a été présentée dans la présentation précédente, c'est pas clair si le neutre de l'entité narratrice est un choix conscient ou inconscient. Il est seulement neutre à cause des difficultés grammaticales, à cause de la forme grammaticale de l'allemand. Donc, bien que l'œuvre d'Aglaïa Veterani fasse très peu état des questions de genre, on va voir comment il est problématisé dans le roman à l'étude et dans l'évolution de ces différentes versions de ce roman-là, puisque le roman a été écrit en 3 versions. Et les deux premières versions sont comme un brouillon de la 3e version et n'ont jamais été publiées. Puis il y a beaucoup de changements entre ces 3 versions-là. Donc, je n'envisagerai pas la traduction au masculin parce qu'il n'y a aucun argument qui fait pencher pour le masculin. Et je n'envisagerai pas non plus la traduction féminisée, donc petit point E, par exemple, parce que dans le cas où on choisirait de traduire l'entité au neutre, la paraphrase me semble une solution plus juste et plus élégante dans le cas d'une traduction littéraire. Et aussi parce que la solution féminisée, donc point E, marque les 2 genres, ce qui n'est pas le cas en fait dans la version allemande, et pousserait éventuellement le lectorat à réfléchir et à se poser la question, est-ce que c'est plutôt une entité de masculine ou féminine, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, la paraphrase met plutôt l'accent sur la neutralité, et c'est ce qu'on recherche. Alors, je vais confronter dans cette présentation la possibilité de le traduire au féminin avec celle de le traduire au neutre. Alors, je vais rapidement problématiser la traduction de l'autofiction selon l'approche fonctionnelle de Katharina Reiss, qui a participé à l'élaboration de la théorie du scopos, qui a été un peu décrite, encore une fois, dans la présentation précédente, c'est-à-dire qui est tournée vers l'objectif du texte cible. Donc, elle distingue 3 types de textes. Les textes informatifs, qui visent la transmission d'un contenu conceptuel, donc les textes journalistiques, les textes scientifiques. Ensuite, il y a les textes expressifs, qui visent la transmission de la forme esthétique, de la forme artistique, donc la poésie, le lyrisme, les romans, etc., et les textes opératifs, donc qui veulent produire la réaction désirée chez le lectorat ou chez l'auditoire. Donc, on peut penser à des discours politiques, par exemple, qui voudraient venir toucher l'auditoire d'une certaine manière et provoquer une certaine réaction. Dans le graphique en triangle, on voit que la biographie se trouve exactement au centre entre la fonction informative et la fonction expressive des textes. On peut penser que l'autofiction se situerait davantage du côté du discours expressif, donc un peu plus vers le bas, étant donné qu'il y a une plus grande part de fiction, normalement, et de fantaisie. Mais la notion informative reste présente, et cette double appartenance de l'autofiction à la forme informative et à la forme expressive peut mener à la difficulté de traduction suivante, c'est-à-dire que si la différenciation entre les éléments qui relèvent de la fantaisie et ceux qui relèvent de l'informatif, donc de la réalité, si elle est difficile à faire, puis si elle ne peut pas se faire de manière évidente, donc on ne peut pas affirmer avec assurance que l'entité narratrice serait féminine. Dans le cas où la différenciation se ferait et qu'on pourrait affirmer que l'entité narratrice relève de l'informatif, alors là, on pourrait assumer, par exemple, une traduction au féminin. On va maintenant observer la présence du genre, la présence ou l'absence de genre ailleurs que dans la grammaire du texte. Alors d'abord dans l'œuvre elle-même, ensuite dans les autres œuvres de l'auteur et ses autres discours, et ensuite dans les premières versions du livre. Donc 2 passages qui sont présents dans le livre peuvent être problématiques par rapport au genre, non pas grammaticalement, mais par le sens qu'ils contiennent, et pourraient orienter notre choix plutôt vers une traduction au féminin que vers une traduction au neutre. Alors le premier passage, « Je participe à un concours d'enfants », dit l'entité narratrice, « Je mets le bikini de ma mère, ses souliers argentés et sa longue perruque noire. » Donc spontanément, on pourrait penser qu'il s'agit d'une jeune fille puisqu'elle emprunte le bikini de sa mère et qu'elle semble se déguiser d'une manière plutôt féminine. Par contre, c'est une affirmation qui est problématique, considérant qu'elle est basée seulement sur des généralités et sur des préjugés. Et l'auteur vient d'une famille de circassiens dans laquelle le déguisement est décrit comme quelque chose d'assez usuel, donc c'est vraiment pas quelque chose de fantaisiste. Par contre, le second passage est davantage problématique, puisqu'un personnage rapporte les paroles de la mère sur l'entité narratrice, où elle parle de son enfant au féminin. Donc, il dira en fait, « Je suis désolée, votre mère est très gentille, mais elle est malade.
« Votre mère m'a dit que vous deveniez pianiste. En ce qui me concerne, on peut tout oublier, bon, par rapport à autre chose. La problématique, en fait, c'est que pianiste en allemand s'accorde. Donc, der Pianist, die Pianistin. En français, il n'y a pas de problème, là, mais en allemand, on voit, c'est écrit au féminin, die Pianistin. Par contre, le passage est problématique pour deux raisons. En fait, pour une raison. D'abord, les paroles qui sont rapportées sont introduites par l'affirmation que la mère est malade. Et malade, dans ce contexte-là, on parle plutôt de troubles psychologiques là, que de maladies physiques. Donc, il y a la thématisation d'une certaine forme de troubles mentaux en début de paragraphe, et c'est le seul moment où l'entité narratrice va être genrée dans le livre. Ensuite, on dit qu'on va tout oublier ce qui vient d'être dit, donc il y a une certaine forme de problématisation. Ensuite, d'autres citations de l'œuvre, en fait de l'auteur, donc qui se retrouvent dans d'autres œuvres. Elle dira que la fantaisie, elle aussi, est autobiographique, et elle dira en parlant de son premier roman qu'il s'agit d'une biographie inventée. Donc, en disant que la fantaisie peut, elle aussi, être autobiographique, l'auteur suppose que certains éléments fictifs qu'elle a décidé d'ajouter à son œuvre peuvent eux aussi avoir une teneur biographique, même s'ils ne sont pas un miroir exact de la réalité ou des événements réels. Donc, ça pose... voilà. Et l'une des seules réflexions ouvertes sur le genre qui a été exprimée par l'auteur, s'est exprimée dans un recueil de nouvelles qui a été publié en 2018, donc Wörter statt Möbel, mais qui a été écrit à la même époque que l'écriture du roman, donc à la fin des années 90. Et dans une des micro-nouvelles, elle déconstruit le fait d'être femme. Donc, elle écrira « À partir de maintenant, je ne veux plus être une femme ». Elle dira d'abord dans la micro-nouvelle qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle s'habille de telle manière, puis elle dira « À partir de maintenant, je ne veux plus être une femme ». Donc, étant donné que ça a été écrit à la même époque que l'écriture du roman, ça pose aussi la problématique. Alors, les archives littéraires suisses de Berne, j'ai eu la chance de me rendre aux archives littéraires, où est conservée l'entièreté de la succession artistique en fait, de l'auteur, donc manuscrits, courts textes non publiés, entrevues radio, etc. Et je suis tombée sur les deux premières versions du roman, qui sont en quelque sorte les brouillons de la version publiée, et dans lesquels l'entité narratrice diffère de celle de la version publiée. Donc, l'auteur passe d'une focalisation narrative omnisciente avec un personnage principal féminin, clairement féminin, prénommé Anna, qui peut faire référence à l'auteur elle-même, à une narration à la première personne non genrée. C'est-à-dire un personnage principal féminin, d'un personnage principal féminin à une entité narratrice neutre, mais qui représente la même figure. Et il y a quelques phrases qui vont être retirées des premières versions du roman, des deux premières versions, et qui ne seront pas publiées donc dans la troisième, dont la phrase suivante « Je suis une femme, Diana, une femme ». Alors, les marques de féminité qui étaient présentes dans les deux versions ont été retirées volontairement ou involontairement, c'est-à-dire le passage de l'entité, d'une entité narratrice, d'un personnage narrateur féminin à une entité narratrice neutre a été fait de manière consciente, mais est-ce que l'objectif était de dégenrer? Ça reste à voir. Donc, j'aimerais prendre un peu de recul par rapport à notre perspective qui est assez pointue et assez concentrée sur le monde de Vétéranie elle-même, pour placer l'enjeu dans un contexte littéraire plus général. Donc, je vais faire mention rapidement de deux auteurs femmes, Annie Ernaux et Ingeborg Bachmann, qui ont cru essentiel de dégenrer leur jeu narratif. Alors, Ernaux dira, dans une œuvre qui est considérée comme autobiographique, que le jeu que j'utilise me semble une forme impersonnelle, à peine sexuée, quelquefois même plus une parole de l'autre qu'une parole de moi. Et Bachmann dira, dans une interview à propos de sa nouvelle qui s'appelle « Tout », dont le jeu est un jeu masculin, elle dira « Là, c'était comme me trouver moi-même, ne pas renier ce jeu féminin tout en mettant l'accent sur le jeu masculin. » Alors bien sûr, sans justifier la neutralité narrative dans l'œuvre de Vétéranie, ces exemples, qui sont tirés de la littérature féminine, posent quand même la question du genre comme marqueur d'identité. Et Aglaïa Vétéranie n'a jamais intellectualisé ses choix artistiques, et bien qu'elle ne se soit pas prononcée clairement là, sur son rapport à la féminité, on en retrouve quand même une certaine déconstruction dans les différentes versions de l'œuvre. D'autres exemples dans la littérature qui proposent un pronom narratif comme un espace, pour ainsi dire, vide, donc de projection de soi, serait la narration au-dessus d'Italo Calvino dans son roman « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », ou la narration au vous de Marguerite Duras dans « La maladie de la mort ».
Alors, dans le contexte de l'utilisation d'un pronom narratif neutre, la personne qui lit le texte est invitée, pour ainsi dire, à participer activement à la construction du texte, et donc soit à se projeter soi-même dans le pronom ou à projeter quelqu'un d'autre. Donc, étant donné que l'espace est vide, il y a une certaine liberté qui est donnée au lectorat, donc à la personne qui lit le texte. Et j'aimerais ça nommer en guise de troisième exemple la narration au-dessus du roman D'ailleurs de Verena Stephan. Alors, il s'agit d'une narration au-dessus, c'est-à-dire la narration au début est au-dessus et elle passe à une narration au « je ». Et de manière plus anecdotique ou disons plus appliquée, je discutais récemment avec l'auteur du roman, donc Verena Stephan, et qui me racontait, qui a été écrit en allemand d'abord et traduit vers le français, et qui me racontait que lors de la traduction de son roman, le traducteur a fait l'erreur de traduire ce « je », donc ce « tu » qui devient le « je », par une entité masculine. Donc, d'abord, à cause de cette même difficulté grammaticale qui relie l'allemand et le français, et ensuite, parce que le « je » dans le roman est en relation avec une autre femme, donc spontanément, il le traduit par un « je » masculin. Donc, la présence de cette problématique dans la littérature et dans la traduction rend la réflexion, à mon sens, nécessaire. Voilà. Donc, dans le couple de traduction allemand-français, le genre apparaît à deux endroits précisément, donc dans l'accord des adjectifs et dans le temps de verbe. Alors, en ce qui concerne l'accord des adjectifs, à mon sens, il y a trois possibilités. Donc, soit remplacer une phrase adjectivale par une phrase adverbiale, étant donné que les adverbes, généralement, sont neutres. La substantivation des adjectifs, donc en faire des noms. Par contre, ces deux procédés grammaticaux-là sont utilisés davantage par l'allemand que par le français. Et ça ne permet pas dans tous les cas non plus de dégenrer l'entité, seulement dans certains cas. Ou alors la paraphrase, comme on verra plus tard. Ensuite, il y a le temps de verbe. Donc, dans la traduction proposée, le choix n'est pas encore clair si on va choisir le passé composé ou le passé simple. Le passé composé qui sera un peu plus familier dans le cas d'une traduction vers le français québécois, le passé simple qui est un peu plus littéraire. Mais dans le cas où on choisirait le passé composé, alors la marque du genre revient beaucoup plus souvent et c'est beaucoup plus compliqué de neutraliser cette entité narratrice-là, comme dans l'exemple suivant. Ich setzte mich zur Tante, je m'assis aux côtés de la tante, donc le passé simple est neutre, ou je me suis assis, je me suis assise aux côtés de la tante, à ce moment-là, c'est genré. Alors voici quelques exemples de traduction, la version allemande, ensuite en français genré et en français non genré. On peut voir les problématiques que ça pose là, de le traduire en français non genré, donc de paraphraser. Als meine Mutter und ich zurückkehrten, lorsque ma mère et moi sommes revenus, bon, ou lors de notre retour à ma mère et moi, alors là, ça pose pas trop de problèmes. Als ich noch tot war, lebten alle meine Verwandten in Rumänien. Donc, lorsque j'étais encore morte, toute ma famille vivait en Roumanie. Alors là, on pourrait le traduire soit par « avant que je vienne au monde, toute ma famille vivait en Roumanie », ou alors « lorsque j'étais encore au ciel », ce qui conserve plus l'idée de la mort, là, malgré que le mot « mort » soit quand même assez fort et qu'on ne le retrouve pas. L'idée est toujours là, étant donné que l'auteur mentionne Dieu à plusieurs reprises dans son texte. Ça peut faire du sens là, d'écrire « lorsque j'étais encore au ciel ». Et le troisième exemple, « Ich bin groß wie ich selbst auf Stöckelschuhen ». Pardon, il y a une erreur, c'est pas AUS, mais bien AUF. Donc, j'étais aussi grand que moi-même sur des souliers à talons hauts. Alors là, ça pose plus de problèmes parce que c'est pas idiomatique, on voit dans la paraphrase. Donc, ma taille était aussi haute que la mienne ou que moi-même sur des souliers à talons hauts. Donc, suite à la comparaison entre la possibilité d'une traduction au féminin et celle d'une traduction au neutre, nous allons choisir d'opter pour le neutre pour deux raisons. Donc, d'abord, le respect de la neutralité grammaticale et ensuite, le respect de la déconstruction du genre entre les différentes versions du roman. Voilà, donc merci pour votre écoute. Évidemment, je vous invite à poser des questions et aussi à vous exprimer sur le choix du neutre plutôt que du féminin dans la traduction.